Et du jour au lendemain, je suis allé voir mes parents et je leur ai dit papa, maman, j'arrête la fac et je me lance dans la peinture. Pourquoi pas le tester en fait, comme quand on lance une start-up et qu'on veut tester son produit ou son service. Je sais pas, moi mes grands formats, je les vendais 800 € sur le salon, j'avais aucune idée et elle voulait les vendre 8000 €. Et je pense que c'est le piège dans lequel je suis tombé. Je me mettais face à une toile blanche et j'étais paniqué. De prendre un poste de chef de cuisine dans le bush australien, celui-là je pense que ça a été le plus gros challenge de ma vie. Et là tu te prends des papes dans la gueule. Il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde. Tu as une passion? Tu as un projet? Bienvenue sur The Side Project Café, le podcast où on met en lumière ta passion. Je m'appelle Quentin, je suis le fondateur de Side et aujourd'hui je vais être ton hôte. Alors installe-toi bien, ça va bientôt commencer. Salut Antoine. Salut. Comment tu vas? Ça va. Ouais. Ça va. C'est les vacances, un peu plus calme pour moi. Donc, ça nous laisse du temps pour se faire ce podcast. C'est top. Je suis ravi de t'avoir sur ce podcast aujourd'hui. On est dans un lieu un peu spécial dont tu vas nous parler. Ouais. Parce qu'il faudra qu'on vous prenne des petites photos du lieu qui est à l'image d'Antoine. Ouais, sale et artistique. Ouais, c'est peut-être un peu ça, mais très créatif. Le but aujourd'hui, Antoine, c'est qu'on parle de toi, de ton parcours, de ton parcours d'artiste qui fait plein de trucs à côté, un peu de ce par quoi tu es passé, les différentes étapes, les conseils que tu auras donnés, et que tu nous livres un peu ta vision aussi de l'art, de la cuisine, de tout ça, comment ça se mélange. Et vraiment, c'est une discussion libre en fait. Donc, sens-toi libre d'explorer plein de sujets différents. Ça marche. Et bienvenue du coup déjà. Bienvenue dans mon atelier. Merci. On est à Manille-les-Hameaux. On est juste en face de la vallée de Chevreuse, qu'on peut voir par la fenêtre. Et c'est un atelier, c'est un ancien corps de ferme qui appartient à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et qui a pour but de proposer des ateliers à des artistes gratuitement. Et ça fait, je suis là depuis 2016 et voilà, je m'y plais bien. C'est un lieu, comme tu as dit, qui me ressemble. Alors, c'est pas sale, mais disons que j'aime bien peindre avec les mains, balancer beaucoup de peinture sur les toiles. Et il y a un peu de la peinture de partout, quoi. Ok, alors parle-nous un peu plus de ta peinture, de ta démarche artistique, toi, de ce que tu fais en tant que peintre. Ouais, alors j'ai commencé à peindre, j'avais 10 ans. J'ai fait des cours d'initiation à l'art abstrait. Alors, c'est pas que la peinture, on utilisait différents matériaux. Il y avait une partie poterie, le but c'était vraiment d'apprendre à s'exprimer. Et j'ai fait ça pendant 1 an, et puis ensuite mes parents ont déménagé, on est arrivé à Saint-Cyr-l'École, donc pas très loin d'ici. Et j'ai continué de peindre sans vraiment chercher de l'inspiration quelque part ou quoi que ce soit. C'était vraiment quelque chose d'autocentré. C'était ma façon à moi de m'exprimer, mais sans chercher à devenir connu, sans chercher à faire des expositions. Je mettais de la peinture sur des toiles et ça me faisait du bien. Ok, mais parce que t'as quand même fait des expositions. Alors nous, on s'est connus à la fac en 3e année où tu faisais pas du tout de la peinture comme activité principale. Ouais. Mais c'est vrai que tu faisais déjà de la peinture et je crois que l'un des moyens par lesquels t'es venu me dire, c'est de faire tiens, je fais de la peinture, tu veux venir à une de mes expositions. Donc en fait, t'es quand même arrivé à faire des expositions, même si c'était toi ton moyen d'expression principal. Exactement. La fac, quand on s'est rencontrés à la fac, je rentrais de 6 mois à Londres et je pense que Londres, ça a été un peu un déclic dans ma vie. C'est le moment, je suis parti à 19 ans, je suis rentré à 20 ans, j'étais tout jeune, j'en ai 30 aujourd'hui, et c'est le moment où j'ai appris à m'aimer, où je me suis approprié mon corps, où j'ai travaillé dans la restauration comme un chien pendant les 3 premiers mois et j'ai perdu 15 kilos très rapidement. Donc d'un seul coup, je me plaisais, je voyais que je plaisais et ça m'a permis de me libérer de quelque chose. Et quand je suis rentré de Londres, je me suis dit allez, no limites. J'ai acheté des toiles assez grandes pour moi à l'époque, beaucoup de peinture et je me suis vraiment lâché niveau couleur, niveau matière
C'était un nouveau moi qui accouchait en fait. Et j'ai repris la fac. Alors moi j'ai une formation d'école hôtelière, 50 ans en Yvelines, parce que depuis tout petit, depuis que j'ai 7 ans, je suis passionné par la cuisine. Mon parcours a fait que je me suis un peu éloigné des fourneaux et je me suis concentré sur l'événementiel. Mais quand je suis arrivé à Londres, après 5 ans d'études en hôtellerie-restauration, que je me suis retrouvé commis-serveur avec mon meilleur ami Antoine dans un resto où on cravachait, je me suis dit, bon, 5 ans d'études pour être commis-serveur, Antoine, il va falloir vraiment reprendre les études, tu peux pas t'arrêter là. Au final, c'était surtout mon anglais qui était absolument catastrophique et qui m'ouvrait aucune porte. Et du coup, j'ai repris la fac avec toi. Et au bout de 3 mois à la fac, je voyais les partiels arriver. Je voyais que vous aviez déjà fait les 2 premières années que moi, je n'avais pas faites. J'ai fait un BTS hôtellerie-restauration. C'était bien passé, mais j'avais beaucoup de lacunes. Et je suis pas forcément quelqu'un de très travailleur sur le plan études. Et je me voyais pas rattraper le retard. Et c'est à ce moment-là où j'ai dû faire un salon dans 50 ans en Yvelines, un salon d'art où on peut prendre un petit stand et exposer ses toiles. Et c'est là où j'ai rencontré une agent qui est venue me parler, me démarcher, et qui m'a... je pense que c'est le moment où le mauvais ego trip artistique a commencé. Ouais. C'est le moment où j'ai rencontré cette personne. Et attends, avant qu'on revienne sur comment tu le qualifies de mauvais ego trip artistique, tu peux revenir un peu plus sur qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, toi, quand tu t'es dit je vais me prendre un stand sur un salon d'art à 50 ans en Yvelines. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas moi qui suis allé vers le salon en disant je vais prendre un stand. C'est des relations qui à un moment m'a dit tiens Antoine, tu fais de la peinture, on a ce salon, est-ce que ça t'intéresse de prendre un stand? Et puis tout artiste, en fait on produit, on fait des toiles. Maintenant à un moment après plusieurs années, la famille en a marre d'avoir tous les murs sont pleins. Et donc on a de la matière et c'est le moment où on se dit qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je garde ça pour moi dans mon atelier, ça prend la poussière mais ça vit pas, ou est-ce que je tente de le montrer au public pour avoir un retour, pour expliquer, donner un message sur ce qu'on fait, et puis voilà, je m'étais dit pourquoi pas le tester, en fait, comme quand on lance une start-up et qu'on veut tester son produit ou son service, pourquoi pas le tester. Et puis au final ça a bien marché. Ça a bien marché, je crois que j'avais gagné un prix, le prix du Lions Club, je crois. D'accord. Et c'est là où j'ai rencontré cette dame. Ok. Mais ce que je trouve rigolo, là, si je resynthétise un peu ce que tu me dis, parce que je trouve ça intéressant, là, tu fais le parallèle avec une start-up. En fait, on peut dire que tu as eu une phase d'incubation, de création du produit, de création de ton univers pendant quelques années. Donc, qui date depuis tes 10 ans, si on revient à cette date. Et jusqu'à ce moment où tu t'es dit, j'ai beaucoup de toiles. Et Antoine, faut savoir qu'il fait il fait ce qu'on appelle de l'action painting, si je me trompe pas. Oui, on n'a pas précisé que c'est très abstrait ce que je fais. C'est très abstrait, c'est très cool, hein. C'est hyper coloré, c'est hyper punchy, c'est hyper joyeux, c'est très chouette. On mettra des photos un peu partout, comme ça vous pourrez aller voir. Mais en fait, tu vois, tu t'es trouvé dans cette phase de je me découvre moi-même avec la peinture. De tes 10 ans jusqu'à pendant toute ton adolescence, jusqu'à ce que tu partes à Londres. À Londres, tu t'es dit tiens, je me redécouvre, je suis bien avec moi-même. Ouais. Là, tu t'es dit ok, je peux montrer au monde ce que je fais. Ouais. Et c'est là où t'as commencé à montrer tes toiles, t'as commencé à exposer. Il y a eu ce salon. Ouais. Et il y a eu cette rencontre. Exactement. Et là, on peut en parler. Et je pense que c'est le piège dans lequel je suis tombé. Je ne veux pas dire que tout artiste est tombé dedans, hein, mais je pense que c'est le piège de je rencontre quelqu'un qui bien sûr a un intérêt à m'avoir dans son réseau, dans son agence, et qui va vendre monts et merveilles. Moi, je me souviens très bien de cette phrase. Elle m'a dit j'adore votre travail, le seul problème que j'ai avec vous sont vos prix.
si on travaille ensemble, mon objectif c'est de rajouter un zéro derrière vos prix. Il y a un côté économique aussi quand on fait de la peinture, qu'on a cette démarche de se dire... donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai rencontré, je me plaisais pas à la fac, même si je m'amusais énormément avec toi et nos potes de la fac, mais je sentais que c'était pas pour moi les bancs de la fac. Ouais, tout à fait. Et je me suis dit, ok, j'ai quelqu'un qui me dit... Je sais pas, moi, mes grands formats, je les vendais 800 € sur le salon, j'avais aucune idée, et elle voulait les vendre 8000 €. Même si elle prend 40% de commission, il reste quand même une belle marge dessus. Et je me suis dit, waouh, si elle arrive à me vendre 10 toiles dans l'année, ça y est, j'ai fait mon année, quoi. J'ai pas besoin d'aller à la fac, j'ai pas besoin de... Et donc, en fait, ouais, c'est ça, l'ego trip, en fait, a commencé. Et du jour au lendemain, je suis allé voir mes parents et je leur ai dit, papa, maman... j'arrête la fac et je me lance dans la peinture. Je veux faire de mon métier artiste et je veux en vivre. Et mes parents qui m'ont toujours accompagné dans tous mes projets les plus fous, qui m'avaient poussé à aller à la fac aussi, m'ont dit ok, mais tu fais un business plan et à 1 an, à 2 ans de rentabilité pour être sûr que ce soit quelque chose de viable pour toi. Ok, ouais, ça c'est un super conseil, ça, déjà. Ouais, c'est un bon conseil. Merci mes parents. Ça t'a... Comment est-ce que tu penses que ce business plan t'a aidé ou t'a peut-être pas aidé ? Moi, je pense qu'il m'a pas aidé. Ok. Je pense qu'il m'a pas aidé et je vais t'expliquer juste après pourquoi, mais il m'a pas aidé parce que... Ok, voilà, la phrase clé de toute cette interview, de tout ce podcast, c'est que je pense que pour être artiste, en tout cas dans mon cas, je prends avec des pincettes, il faut savoir dissocier ces deux personnalités. Parce que quand on est artiste, les gens, ils veulent un ego. Ok. Sauf que le Antoine artiste que j'étais en train de créer, qui était génial sur les salons, qui était génial sur les expos, qui se faisait un grand réseau, qui était extravagant, qui parlait beaucoup, qui faisait des interviews avec des nœuds papillons en anglais. Quand je les regarde maintenant, j'ai honte d'avoir fait des choses comme ça, mais en fait, il y avait une sorte de demande. Et bah, ce Antoine-là, dans sa vie privée, était une ordure. Et en fait, il aurait fallu que j'apprenne à... quand je suis sur mes expos, quand je suis dans des clubs d'affaires, que je parle de ma peinture, je suis ce Antoine-là. Et quand je rentre à la maison, j'arrive à être le Antoine que j'étais avant. Et j'ai pas su dissocier ces deux personnalités. Ouais. Et il y en a une qui a pris le dessus. Et c'est ce qui m'a amené, à l'échec, en fait, au final. Ouais. Et donc, pendant un an, j'ai enchaîné des expos que je trouvais de mon côté. Je me souviens d'une expo chez Pépère Jean, je sais pas si tu te souviens. Ouais, je m'en souviens très bien de cette expo. Ouais. Voilà, des salons. Donc le concept de mon agence, c'était de faire sponsoriser des artistes par des entreprises. Donc une entreprise, petite ou moyenne ou très grande entreprise, va sponsoriser un artiste en payant une cotisation à l'année à l'agence. Et va accompagner en fait l'artiste dans son développement en organisant des expositions sur site, en l'accompagnement financièrement sur des projets, en achetant des œuvres si jamais ils ont une fondation. Et j'ai très vite eu un premier sponsor de Mathieu Barre Immobilier, donc c'est un grand promoteur immobilier, avec qui ça se passait bien, mais il y avait pas réellement de projet concret qui naissait, on n'arrivait pas à trouver. Et ensuite, il y en a eu un qui a été un peu... qui m'a apporté beaucoup en quelque sorte dans mon ego. Ça a été Sodebo. Ouais, je me souviens de celui-là, j'allais en parler. Ouais. Voilà. Et Sodebo, ils ont une fondation avec 3 pôles. Ils ont une fondation sur la médecine, pôle médecine, la voile avec Thomas Coville. Ils ont je crois 5 ou 6 maxi trimarans, les ultimes, le dernier Sodebo et le dernier bateau Sodebo et l'art. Et donc ça tombait bien. Et en fait, on les a rencontrés en essayant de se greffer sur un projet en 2017 qui s'appelait The Bridge, qui était
un projet où un groupe d'entrepreneurs affrêtait le Queen Mary 2 de la Cunard Company, donc probablement le plus luxueux des paquebots qui peut accueillir 2000-2500 personnes, pour faire une transatlantique de Cherbourg à New York, en repassant par Saint-Nazaire où il a été construit. Et c'était la première fois qu'il revenait à Saint-Nazaire, et qui a emmené tout l'ouest français, toutes les entreprises des entreprises de l'ouest français, qui les emmenaient à New York. Alors c'était pour aussi les 100 ans de l'amitié franco-américaine. Et mon agent a essayé de greffer un projet artistique là-dessus, m'en a parlé, j'ai dit banco. On s'est rapproché de Sodebo. Sodebo a accepté de me sponsoriser, c'est-à-dire de payer la cotisation à mon agent. Ouais. Mais derrière, ils n'avaient plus de budget pour moi payer l'exposition. C'est-à-dire que l'exposition avec une cabine pour 2 personnes, il y en avait à peu près pour 15 000 €. Et le projet était monté. Le projet s'appelait 5 œuvres, 5 sens. Donc c'était un parcours sensoriel avec 5 grands formats que j'exposais dans le Queen Mary 2 et des installations autour des 5 sens. Il y avait 4 installations pour les 4 saisons. Et sur chaque installation, tu avais une photo. Alors, il y avait un côté alimentaire aussi, dont mon parcours de chef. Ce qui va bien avec ton parcours et avec ton passion dont tu parleras après. Et il y avait des textes que j'avais écrits, que j'avais fait lire par 4 voix féminines âgées, avec du grain de voix, qui était incroyable à écouter. Et il y avait quelque chose à sentir. J'avais travaillé avec l'Osmothèque à Versailles sur des senteurs, sur l'odeur de l'herbe coupée pour le printemps. Pour l'hiver, on était parti sur la cannelle. Et le texte, plus une petite toile à toucher à côté d'une grande toile. Et l'idée, c'était comment interpréter une œuvre d'art qui est totalement abstraite. Œuvre d'art ou autre, quelque chose d'abstrait. Définir si quelque chose est de l'art ou pas, c'est très propre, c'est très subjectif. Ouais. Et comment avoir un parcours sensoriel pour t'accompagner à voyager à travers la toile et à lui donner un sens qui n'est pas le sens de l'artiste, qui n'est pas un sens graphique, parce que très souvent, quand on regarde quelque chose de abstrait, on essaye d'y trouver des formes pour donner une logique, mais quelque chose de personnel. Et donc il y avait ce texte, ces odeurs, cette matière à toucher, qui t'accompagnait, qui te plongeait dans la toile, et tu voyais quelque chose de personnel. En soi, la démarche, je trouvais ça super drôle à faire. Il y a eu des larmes, il y a eu des rires. C'était assez intense. Ouais. Et donc, le projet était bouclé, et Sodebo nous dit, on vous donne pas €1 pour votre projet. On peut vous laisser accéder au projet en vous réservant une cabine, mais il faut nous rembourser. Et mon agent dit, on annule le projet. Alors que un agent est censé aller chercher aussi les financements. Et puis moi, dans mon ego trip qui était déjà bien enclenché, je lui dis c'est pas grave, je vais emprunter 10 000 €. J'ai 5 000 € de ma poche, j'emprunte 10 000 €, et toi, tu dois me vendre pour, je sais plus, on s'était mis d'accord sur peut-être la moitié, ou 10 000 €. Tu dois me vendre pour 10 000 € de toile, ou tu ne prends pas ta commission dessus. Elle dit ok. Alors, spoiler alerte, je n'ai plus de nouvelles de cette personne. Et je crois qu'on a vendu, une sculpture, le grand chien Bob à Sodebo, qui est chez Sodebo. Et c'est tout, quoi. Ça représentait pas du tout les 10 000 € qu'elle devait vendre. Et je suis parti à New York comme ça. Ça, c'était incroyable. Mais alors, la traversée, je pense que l'expérience, mise à part le côté financier, comment est-ce que tu as vécu l'expérience ? L'expérience était incroyable. Logistiquement, c'était assez éprouvant à mettre en place, parce que on peut pas faire des trous dans les murs du Queen Mary 2, tu te doutes bien. Donc il a fallu construire des structures qui sont juste derrière toi, des cubes tout démontables, parce que tout passe sur une palette, des toiles, c'était des grands formats, donc il a fallu retirer les châssis des toiles, les rouler et créer des châssis qui en fait sont démontables et pliables, et que tu puisses remonter et après, qui sont avec des petites vis sans fin que tu peux tendre en fait à l'intérieur du châssis pour tendre la toile. D'accord. Donc il a fallu amener toutes les toiles roulées avec des châssis démontables sur le bateau, remonter les châssis, mettre les structures. Donc, c'était une organisation de dingue. Ramener les toiles dans des housses de snowboard depuis New York.
des grandes housses à snowboard, les toiles roulées. Oui, parce qu'il fallait rapporter tes toiles de New York après, une fois que et tu les toutes avais... les structures après sont restées sur le Queen Mary 2, reparties à Southampton en Angleterre, et après de Southampton t'es affrété avec un camion par l'organisateur jusqu'à Vannes, et il a fallu aller tout chercher à Vannes. C'était beaucoup d'efforts pour ce qui a été un de mes plus gros ego trips dans ma vie, et qui n'a pas été financièrement intéressant. Maintenant, si c'était à refaire, je le referais. Ok. Mais l'envers du décor, parce que là c'est tout beau, tout, c'est qu'en fait ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais tellement concentré sur tu vas être Antoine le prochain artiste émergent français connu dans le monde entier, qui va vendre partout, qui va faire des expos partout dans le monde, que j'arrêtais de peindre. En fait, je peignais plus. D'accord. Et pourquoi t'as arrêté de peindre ? Parce que j'étais pas inspiré. Ouais. Je passais mon temps à essayer de développer mes réseaux sociaux, à avoir un site internet, à aller de réseau en réseau pour rencontrer un tel, ceci, à intervenir dans des conférences, à monter des projets toujours plus grands. Je vendais pas, quasiment pas. Et je passais mon temps à essayer de donner une histoire à raconter pour pouvoir vendre mes toiles. Ok. Donc à pas être moi-même. En fait, j'étais plus moi. Le public le voyait pas. Mais beaucoup de gens voulaient être dans mon réseau, je voulais être dans leur réseau. Si c'est une start-up, il y a pas de souci. Mais là, tu parles de quelque chose, c'est ton nom, c'est toi, c'est ton identité. Et je peignais plus. En fait, ce que je trouve assez intéressant dans ce que tu dis, et je vais faire deux parallèles. Je vais faire le premier parallèle en disant que, en fait, comme t'étais devenu, et ce qu'on voit souvent, comme t'étais devenu professionnel et que t'avais du succès avec ta passion, qui était vraiment une activité qui était cathartique pour toi, en fait. T'étais obligé de peindre pour exprimer ce que tu ressentais. C'était vraiment quelque chose qui avait besoin d'exploser, et d'exploser sur la toile. Et je pense que c'est une bonne métaphore pour tes toiles aussi, d'avoir une explosion de peinture, une explosion de couleurs, une explosion de toi dessus. Mais en fait, je pense que quand tu t'es mis dans cette optique de j'ai produit mes toiles, maintenant je suis un artiste, et en fait c'est là aussi il y a la distinction de est-ce que j'ai distingué mon persona d'artiste de mon persona de moi profondément, qui est quelque chose qu'on voit souvent aussi, et notamment on le voit beaucoup dans la musique. C'est pour ça que beaucoup d'artistes ont des noms de scène, pour arriver à dissocier, tu vois, le Johnny Hallyday est pas le même que le Jean-Philippe Smet. Et en fait ça c'est en fait, mine de rien, c'est un truc qui a été beaucoup fait par les artistes, et notamment moi je suis viens du rock, donc notamment dans le rock, parce que ça permettait d'avoir une protection de soi-même, de ton identité, de qui tu es, et de pas faire que tu mélanges. C'est possible, mais c'est très compliqué d'arriver à mélanger moi personnel avec le moi artiste. Et ça, tu le dis très bien. Et en fait, ce que je pense, c'est qu'il y a ça qui est rentré dans la balance. Tu as le côté ta passion est devenue ton job. Et en fait, ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est comme ta passion est devenue ton job, que tu avais un business plan qui a été fait, même si t'as pas forcément idée. Ouais, c'était un tableur Excel, ça allait très vite. Hein. Non, mais ça allait très vite, mais tu vois, en fait, le fait d'avoir une projection et de se dire, ok, j'ai fait un emprunt pour vivre de ma passion, je dois rembourser cet emprunt, je dois vendre des toiles, et ainsi de suite. À mon avis, je pense que tu t'es mis une pression de malade aussi sur les épaules, qui a fait que c'était plus une activité plaisir, mais c'est devenu une activité totalement professionnelle. Ouais, je pense surtout que le Antoine qui peint, c'est le Antoine qui peint pour lui. Et que là, d'un seul coup, je me mettais à devoir peindre pour les autres. Et c'est pas la même chose de peindre pour soi et de peindre pour les autres. Un exemple parfait, c'est que il y a une toile que j'ai faite pour la première fois, je pense que je dois avoir 17 ans, qui s'appelle Pluie de noir. Je sais pas si tu as déjà vu cette toile. Ouais, j'ai déjà vu. Je l'ai faite, ma première expo solo, j'avais 17 ans. Et la toile s'est vendue tout de suite. Et quand je faisais mes expos, en fait, je savais que cette toile-là, c'est une toile en noir et blanc, elle se vend à chaque fois. Et donc à chaque fois que je faisais une expo, pour être sûr d'avoir un peu, je faisais cette toile et je la vendais à quelqu'un d'autre. Et donc il y a peut-être 10 pluies noires
en France, qui sont partout, parce que j'avais besoin de vendre pour me rassurer, pour avoir une rentrée économique. Donc, il y avait plus de démarche artistique. Et là où, dans mes premières expos, tout ce que j'avais à raconter était sur la toile. Et j'avais pas besoin de mettre un écriteau en dessous. Derrière, les prochaines expos, d'un seul coup, il fallait que je mette des écriteaux, il fallait que je raconte quelque chose. Il y avait un book avec une histoire, j'en ai sur l'étagère, là, où il y a des beaux textes décrits. C'est un peu le témoin de ce que j'étais et que je ne veux plus être. Je le garde là, précieusement, parce que je veux plus avoir à m'expliquer. Je peins parce que j'aime peindre, et c'est tout, quoi. Voilà qui je suis. C'est tout. Et donc dans cette ego trip, c'était en 2017, ça s'est fini par la maladie du siècle, le burn-out. Mais vraiment là, le vrai, moi j'y croyais pas au burn-out. Le burn-out suivi d'une dépression qui a duré presque un an. Et le burn-out a pleuré au fond d'un jardin toute une nuit sous la pluie, parce que je venais de réaliser que tout ce que j'avais fait depuis un an, c'était vouloir plaire à des gens que j'aime pas forcément, en oubliant de plaire aux gens que j'aime. Et j'ai remis toute ma vie en question. Alors le burn-out, c'est génial, hein. Moi, c'est ce qui m'en est sorti. C'était un conférencier. C'est bien sûr, quand on est en burn-out, on achète 20 livres de développement personnel qu'on lit en pleurant, et on y trouve de tout dans ces livres-là. Mais je me souviens d'un conférencier, François Lemay, un Québécois, qui disait dans sa conférence, qui demandait qui dans la salle est en burn-out. Et je lève timidement la main, et puis il me regarde et il me dit: c'est la meilleure chose qui te soit arrivée. Ah, sur le coup, on se prend une claque, on se dit c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, là, de plus avoir d'appétit, de pleurer tous les soirs, et d'avoir des idées noires aussi. Et il me dit: ouais, c'est la meilleure chose, parce que tu vas voir, tu vas renaître encore plus grand. Il avait pas tort, parce que ça m'a permis de voir aussi qui je ne veux plus être. Et de me dire: ok, je vais me prendre un vrai travail, je vais retourner un peu vers mes premiers amours, l'événementiel, la gastronomie. Je postulais chez un traiteur, j'ai eu un poste de commercial, ça a été ma deuxième famille, je continue de bosser de temps en temps aussi. Ça m'a permis m'apporter un socle, et pendant 2 ans, je n'ai pas peint une seule toile. J'avais l'atelier ici. Ouais. Je n'ai pas produit, et ça c'est important de le dire aussi. C'est pas grave si on est artiste et qu'on peint pas. Ok. Et t'avais besoin de cette phase de purge, de pause, je ne touche pas à une toile. Et surtout que je me mettais face à une toile blanche et j'étais paniqué. Ouais. J'avais rien à, c'est même pas à dire, parce que quand je commence une toile, en général, je sais pas à quoi ça va ressembler. Mais avant, j'étais dans une démarche je me mettais une pression de il faut que je peigne, mais au final je peignais pas. Là, je peignais pas, et je me disais c'est ok, on s'en fout. Si je peindrai, ça reviendra. Souvent on me disait mais tu peins plus, tu fais, et on me le dit toujours, hein. Non, en fait, j'ai pas l'envie de peindre. J'ai envie de peindre, mais je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. J'ai pas d'inspiration, et c'est ok. Ça fait pas de moi, ça veut pas dire que j'ai tout perdu, que je suis plus... C'est comme le vélo, hein, ça s'oublie pas. Et si pendant 10 ans je peins pas, j'ai mon atelier, je m'étoile ici, je continue d'en offrir. Voilà, donc j'ai pas peint pendant 2 ans. Et t'as recommencé à peindre depuis. Et j'ai recommencé à peindre en 2019, où j'ai dit je vais refaire un vernissage. Le traiteur pour lequel je travaillais, on sortait une nouvelle carte, et j'ai dit à ma boss, viens, on fait un événement pour le lancement de la nouvelle carte. Je trouve un lieu, c'était à Courbevoie, ça s'appelait The Sun Project, et viens, on fait un vernissage. Je fais un vernissage d'une série, parce que là je sens que j'ai envie de peindre. Je crois que j'étais amoureux à l'époque, donc ça aide aussi. Je sens que je veux peindre. Je lui dis, je sors une série. Là, j'ai vraiment plein de trucs, un nouveau style en plus. Et on fait une expo où on met
nos pièces cocktails, nos entrées créatives, enfin ça on a un traiteur, je les mets sur des grands socles sous cloche avec des petits écriteaux en dessous au milieu des toiles, comme si en fait parce que pour moi la gastronomie c'est une forme d'art. C'est une forme d'art et les cuisiniers sont des artistes qui ne savent pas qu'ils sont des artistes. Et je dis, je vais mettre en valeur en fait notre nouvelle carte comme si c'était une œuvre d'art au milieu des toiles d'une nouvelle série. On envoie nos invites à tous nos clients. Tu me laisses inviter mes proches et mes amis, ma famille. Et on dit qu'on fait le vernissage d'un artiste, mais on dit pas qui c'est parce que s'ils se disent c'est mon commercial qui expose, ils vont peut-être pas, ça va peut-être décrédibiliser l'événement. Et donc du coup, nos clients arrivent le jour J. On me demande alors c'est qui l'artiste ? Bah c'est moi. Et tu te souviens de cette expo-là ? Ouais, je m'en souviens. Et alors, chose incroyable, c'est que cette série, je l'ai sortie. En fait, c'est je faisais pas ça pour vendre. Je m'en foutais. J'avais un boulot à côté. Je gagnais bien ma vie. J'avais pas de besoins financiers. Ma seule contrainte, c'est que je voulais pas que les toiles dorment à l'atelier pendant des années. Et donc, j'ai fait une exposition où je crois que j'avais quand même mis un nom sous les toiles. C'était des capitales du monde qui avaient vraiment aucun sens. Et je le disais, il n'y a aucun lien entre... Il fallait juste mettre un nom, la taille. Il n'y avait même pas le prix. C'était le seul écriteau en dessous. Et quand on me demandait l'histoire de la toile, je fais aucune histoire. Moi, j'ai juste mis de la peinture sur des toiles parce que ça me fait kiffer. C'est drôle parce que le message derrière, il a totalement changé. Le message a totalement changé. J'étais redevenu moi. Ouais. Et surtout... Après ce vernissage, je suis rentré chez moi. J'étais la même personne, mais j'étais pas un artiste égocentré. Alors, l'ego, c'est important d'en avoir. J'ai fait un gros travail sur mon ego parce que mon problème qui m'a un peu détruit en 2017, ça a été la gestion de mon ego. Et en fait, l'ego, c'est très important d'en avoir. Moi, l'ego, ça m'a permis de réaliser des projets professionnels, de partir, on va en parler en Australie aussi, de prendre un poste de chef de cuisine dans le bush australien, dans un resto qui était le meilleur et plus ou moins le seul resto dans une région qui fait 3 fois la taille de la France. Ouais. L'ego, ça te permet d'aller vers des choses où tu aurais eu peur de les faire. Mais moi j'aime bien avoir ce petit frisson. Mais t'as toujours peur de les faire. T'as toujours peur de les faire, c'est vrai. Mais moi l'ego c'est ce qui m'a accompagné, c'est ce qui m'a enseigné. Mais ne pas savoir le gérer, son ego, c'est ça le problème. C'est pas, souvent on me dit ouais c'est pas bien d'avoir de l'ego. Non, il faut avoir de l'ego. Mais il faut savoir le contrôler. Il faut savoir peser le pour et le contre. Il faut savoir se dire là tu te mets beaucoup en danger. Là c'est trop gros pour toi Antoine. Bref, revenons à cette exposition. La première exposition où je suis moi, je n'ai rien à raconter, j'ai mis de la peinture sur des toiles et je suis plus ou moins là aussi pour faire la promotion de notre nouvelle carte. Et bah tu sais quoi, c'est celle où j'ai le plus vendu et c'était incroyable. Je me souviens même d'une toile que tu voulais acheter qui avait déjà été vendue qui avait déjà été achetée par quelqu'un d'autre. Bon, j'ai eu ma propre version après, mais bon. T'as eu ta propre version après, une huile, ouais. Et je pense que j'ai vendu plus de la moitié des toiles sur cette expo. Donc il y avait, je sais pas, 17-18 toiles. Mais c'était incroyable. Là, j'ai compris qu'en fait, ça sert à rien d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Ça sert à rien pour la partie passion artistique. Ouais. Faut rester naturel. Faut être soi. Et c'est ce que les gens recherchent. Mais c'est dur. Mais c'est dur. C'est hyper dur d'être soi. C'est dur. Faut avoir confiance en qui on est réellement. Ouais. Moi, j'ai voulu, comme j'avais pas vraiment confiance en qui j'étais réellement, je me suis dit, je vais donner ce dont les gens veulent. C'est-à-dire quelqu'un d'excentrique, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui raconte des histoires. Il y a des artistes qui ont une vraie démarche artistique, un vrai message artistique. Mais j'ai jamais aimé ces expositions où pour comprendre une œuvre, il faut lire 4 paragraphes qui sont à côté. C'est intéressant, mais moi, j'aime bien donner un sens à une toile et quelqu'un d'autre va en donner un autre. Ouais. Et je voulais pas que ces toiles de cette expo finissent dans l'atelier, comme il y en a encore ici. Ouais. Et donc j'ai offert ces toiles.
je les ai offertes à des gens qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé à un moment, qui m'ont rendu service, qui m'ont prêté quelque chose, qui me tient, des gens qui me tiennent à cœur, parce que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à mes toiles, c'est que elles fassent plaisir à quelqu'un et que quelqu'un lui donne un sens qui est personnel. Je me souviens d'un ami que j'avais rencontré sur un club d'affaires qui avait une boîte de déménagement, et au moment où j'ai déménagé d'Asnières-sur-Seine, qui m'a prêté gentiment un camion de déménagement et qui m'a donné plein de cartons. Je lui ai rendu le camion, il y avait une toile dedans et j'avais noté derrière, à ton tour maintenant de donner un sens à cette toile. Et il était super content. Et je trouve ça génial de bloquer, de passer l'aspect financier. J'avais plus besoin de rentrer d'argent. Et je me dis, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver, quoi. C'est que ces toiles, elles partent chez des gens et que ça fasse plaisir à des gens. Et moi, ça libère de la place dans l'atelier, ça me permet d'en faire d'autres. Ouais. En fait, ce que je trouve assez génial dans ce que tu dis maintenant, et dans tout ton... dans cette boucle, en fait, qu'on a un peu rebouclée, parce qu'on le voit dans ton parcours, c'est que tu as eu un moment où tu t'es dit... où tu as eu une pression absolument folle sur... à la fois, il faut que j'en vive, et à la fois, il faut que, en fait, ce soit quelque chose qui plaise aux gens. Donc, où là, tu t'es créé une identité, où tu as adapté, entre guillemets, l'identité, tu t'es créé un personnage. Et en fait, t'es passé de ça à... Je suis aligné avec moi-même, je suis aligné avec ce que je produis, je suis aligné avec mes toiles. Et aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est que d'enlever le côté « j'ai besoin de rentrer d'argent », a fait aussi que j'ai l'impression que tu as une démarche qui est beaucoup plus, on va dire entre guillemets, faire et aligner. C'est-à-dire que si ta toile se vend pas, c'est pas forcément grave, mais tu produiras quelque chose qui te correspond. Ouais, exactement. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que, bon, moi, si je fais le parallèle avec Side de 2 minutes, c'est-à-dire que t'es passé par une phase de j'ai un side project à côté de mon activité et ça me procure énormément de plaisir. Je suis rentré dans une activité professionnelle et ça m'a pas forcément, ou soit j'ai pas forcément été bien accompagné, j'ai pas forcément eu les bons conseils, et donc je me suis retrouvé dans une sorte de spirale un peu infernale qui t'a amené à la fois, comme tu le décris, une très belle opportunité d'avoir fait un burn-out, mais aussi une grosse crise. Et en fait, tu as réussi à sortir de ça, à retrouver une pratique qui est beaucoup plus saine. Ça a pris du temps, hein, ouais. Bien sûr, mais à retrouver une pratique beaucoup plus saine qui est à côté de ta vie, de ton job actuel, de tes projets, qui pourra peut-être revenir de façon plus importante après. Mais pour le moment, tu as vraiment réussi à trouver un équilibre qui est hyper intéressant, je trouve. Ouais, mais tu dis qu'il pourra revenir de façon plus importante. Je n'ai plus cette envie. Ouais. Je n'ai plus cette envie. Peut-être que si, quand on était à la fac, je pense que tu avais déjà l'idée de Side à la fac, non ? C'est venu après ? Non, c'est venu après, mais bon, voilà. ça a pu traîner, tu vois. Si tu avais déjà Side à l'époque de la fac, tu m'aurais sûrement accompagné différemment. Le monde de l'art... J'aurais pas trop été capable de le faire à l'époque. Hein, mais Le monde de l'art, c'est un monde de requins, en fait. Ouais. On s'en rend pas compte. Bon, on fait des belles rencontres, on fait des mauvaises rencontres. Et surtout, je tiens à rappeler que les artistes plasticiens qui arrivent à vivre de façon décente, je dis de façon décente, c'est pouvoir faire un emprunt, acheter une maison, acheter un appartement, avoir une famille, des enfants et manger, partir en vacances. Je sais même pas si c'est 0,5% des artistes plasticiens. Ouais. C'est l'envers du décor. Et le nombre de personnes qui profitent des 99,5% d'autres artistes qui pensent qu'ils vont devenir grands et en vivre, il est immense. Tout le monde veut venir prendre sa part du gâteau. Donc, c'est important, s'il y a des artistes plasticiens qui m'écoutent et qui se disent « Tiens, j'ai vendu 3 toiles à des amis, j'ai fait un vernissage, ça a bien marché, j'ai eu des bons retours, je vais arrêter mon boulot pour me lancer. » Je dis attention, faites-vous accompagner par les bonnes personnes et par quelqu'un qui va pas vous dire moi je vais te rendre très grand, je vais rajouter un 0 derrière le prix de tes toiles, par quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui dit garde ton activité principale, continue de produire. Je me souviens d'un monsieur qui s'appelait Jean-Luc Favre,
À l'époque, je voulais absolument qu'il me fasse exposer. Il avait un gros réseau et il m'avait dit, moi, je ferai rien tant que tu te remettras pas à produire. Il me dit, si tu produis pas, j'ai rien à exposer. J'ai pas envie d'exposer tes toiles que tu as peintes il y a 2-3 ans, et à chaque exposition, tu leur donnes un nouveau nom et un nouveau sens parce que tu es avec une clientèle différente. Et il avait raison, mais j'étais pas inspiré. Donc, gardez, amis artistes plasticiens, gardez ce vous des débuts, qui vous a fait peindre au début. Ne changez pas pour devenir la personne que les gens veulent voir. Soyez vous, et ça devrait fonctionner. Et gardez une activité principale à côté, jusqu'à ce que vous puissiez partir aux Maldives pendant un mois avec vos cachets de... Oui, vos cachets d'artiste. En fait, ce que je trouve assez beau dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une certaine mesure à avoir. Il y a un côté, il faut tester les choses. Bon, là, ça paraît très business, mais il faut tester, monitorer. C'est comme ce que tu dis, c'est pas parce que tu as vendu 3 toiles à 3 000 euros, 6 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros chacune. Bon, 15 000 euros, ça commence à faire quand même 45 000 euros sur 3 toiles, donc ça commence à être pas mal. Ouais. Mais c'est pas parce qu'il y a eu ça une fois que ça va forcément se répliquer. Donc, il y a un moment, en fait, aussi, il faut se laisser le temps. Tu l'exprimes très bien aussi. C'est de se dire qu'il faut se laisser le temps de voir si les choses fonctionnent. Faut se donner des objectifs. C'est pour ça que je disais que le business plan de tes parents, c'était pas forcément une mauvaise idée. Ouais, mais c'était un business plan à très court terme. Oui, mais c'est un business plan à très court terme. Mais en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans le principe de business plan, c'est de se fixer des objectifs et de se dire, ok, est-ce que je peux les atteindre ? Est-ce que je ne peux pas les atteindre ? Si je les atteins pas, pourquoi ? Et qu'est-ce que je fais si je les atteins pas ? Ouais. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est de se dire, je prends des décisions. Bon, là, ça va paraître très business, et là, c'est vraiment comme ça que sont censées fonctionner les startups. Mais je prends des décisions sur des indicateurs qui sont hyper concrets. Donc, mon projet, ma toile, elle se vend, j'ai vendu 10 toiles aujourd'hui, ok, j'ai une rentabilité financière. Après, est-ce que ma rentabilité financière, elle va se continuer sur les années qui suivent et les années qui suivent ? Peut-être, peut-être pas, on verra. Et après, il sera toujours temps de changer et d'expliquer, de pouvoir parler de cette aventure. Mais en fait, il faut vraiment arriver à prendre aussi un peu de hauteur et se poser les bonnes questions au bon moment. C'est-à-dire, est-ce que là, ça me correspond ? Est-ce que cet emprunt que je fais pour faire ce voyage de Cherbourg à New York, est-ce que ça me correspond ? Toi, tu dis que c'est l'une des meilleures aventures que tu as fait de ta vie et que tu le referais directement. Je trouve que c'est une super raison. Parce qu'en fait, il y a un moment où juste se dire ça me permet de vivre et ça me permet d'avoir une rentabilité financière. Il y a un moment aussi où il faut pouvoir raconter une histoire, il faut pouvoir apprendre. Je pense que tu as beaucoup appris aussi de cette expérience et ça t'a donné beaucoup d'inspiration et beaucoup de choses que tu puisses raconter. Après, il faut pouvoir se dire, je le refais, je le fais pas, et les risques que je suis prêt à prendre, c'est des risques qui sont entre guillemets à peu près maîtrisés. Ouais, bien sûr. Mais l'expérience sur le Queen Mary 2, je le referai, oui. Ce que je me reproche à moi-même, c'est d'avoir servi du réchauffé. En fait. Ah d'accord, ok. C'est d'avoir, comme j'ai dit, repris les mêmes toiles et mis. Alors, il y avait la démarche sur le parcours sensoriel qui était super intéressante à faire, mais c'était les mêmes toiles que j'arrivais pas à vendre et que je servais à un public différent, et parce que j'étais pas inspiré de peindre. Voilà, m'inspirer pour peindre. Et j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'accompagne suffisamment. Après, je vais me dire, ça s'appelle un psychologue, mais qui me permette de me libérer de ce moi ego trip voilà, et de me concentrer sur le Antoine qui a 16 ans, 15 ans, avait repeint la moquette de sa chambre chez ses parents, de la peinture au plafond, et qui dormait dans des émanations de bombes de peinture, et qui se réveillait avec une gueule de bois sans avoir bu une goutte d'alcool, quoi. Ah, ça explique beaucoup de choses, ça. Explique beaucoup de choses, ouais. Et voilà, je voulais juste revenir à ce... Il aurait fallu que j'arrive à revenir à ce Antoine-là, ou du moins que je le reste. Ouais. Voilà, ça m'a fait... j'ai perdu des gens autour de moi que j'ai jamais réussi à récupérer. Aujourd'hui, je suis sain, je suis stable. Et pour autant, je peins presque pas. Ouais. Là, j'ai voyagé pendant 5 ans grâce au Covid, qui m'a permis de quitter mon appart à Paris, j'ai quitté mon job, de me faire virer de mon job,
et de dire je pars à l'étranger, meilleure expérience qui puisse m'arriver, dont 3 ans en Australie. Je reviens de 3 ans en Australie. Et voilà, je suis rentré pendant 5 ans, je n'ai quasiment pas peint. Et le premier truc que j'ai fait, la seule chose que j'ai faite en peinture depuis que je suis rentré, c'est peindre une planche de surf. Ma planche de surf, j'ai dit je vais la peindre pour mettre chez moi, parce que c'est ça en fait. J'ai envie de peindre pour moi, j'ai envie de peindre pour mettre chez moi. Je m'en fous que ça plaise, que ça plaise pas. Donc j'ai une grande planche de surf toute peinte avec de la bombe, de peinture, du Posca, plein de matières. Et j'adore. Et derrière toi, tu vois, je pense que c'est le jour où j'ai accepté que cette toile, elle est sûrement mettre 20 ans à se faire. On est sur une toile qui fait 2,20 m de haut. C'est une huile. Et tous les 2 ans, je refais un petit bout de... je mets un petit peu de peinture dessus. Je me prends en photo avec. Je mets un peu de peinture dessus. Le jour où celle-là, elle sera terminée, elle sera sûrement exposée. Mais je crois que... Tu sais quoi, je crois que cette toile, je l'ai achetée. J'étais déjà dans mon atelier à l'aérodrome de Saint-Cyr. Donc, à mon avis, je l'ai achetée en 2015. Et on est en 2025. Ça fait 10 ans que j'ai cette toile qui avance pas. Mais je trouve que même comme ça, c'est joli. Et c'est... Non, mais je trouve ça assez chouette le côté. J'ai pris un selfie avec. Et c'est OK. Et puis, peut-être que dans 10 ans, peut-être que je l'aurai fini. Et tant mieux. Et si je l'ai pas fini dans 10 ans, j'ai accepté de pas être dans cette démarche de production, de mettre une pression absolument inutile et de peindre quand j'en ai envie. Et ça fait pas de moi un mauvais artiste ou un ancien artiste. Ou un ancien artiste, Quelqu'un, voilà. Non. En fait, surtout, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que non, ça fait pas de toi un ancien artiste ou un artiste ou un ex-artiste. Parce que t'as toujours cette toile sur laquelle, même si tu mets une goutte de peinture tous les ans, et je peins. Tu peins. Et je vais prendre la métaphore avec le surf, parce que je me suis mis au surf. Je surfe très mal, mais j'adore ça. Et j'avais vu un message de quelqu'un qui disait il faut pas pouvoir surfer des tubes et des barrels pour être un surfeur. Il faut monter sur une planche de surf, essayer de se lever, et on peut te dire que tu surfes. Ouais. À peu près. Mais déjà se lever, c'est dur. Je le confirme. Et en fait, je pense que c'est la même chose avec être un artiste. À partir du moment où tu crées, à partir du moment où tu exprimes qui tu es profondément, et l'art, ça prend des milliards de formes. Ça peut être faire de la photo, faire des toiles, faire de la musique, de la cuisine, de la BD. Et je pense que toi t'as ce côté aussi où t'as besoin d'être créatif. Donc ça, c'est un truc qui est profondément ancré en toi, donc qui est hyper intéressant. Mais je pense que le fait où tu me dis pendant 4 ans j'étais en Australie, j'ai pas peint, mais t'as fait des milliards d'autres trucs. T'as fait de la photo, t'as fait plein de nourriture. J'ai fait beaucoup de cuisine, j'ai fait des cocktails. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, pour que je me plaise à un endroit, quand j'étais commercial dans l'événementiel, mes événements, des fois je passais mes week-ends à faire des supports porte-prénom avec du bois que j'avais ramassé dans la forêt, en embauchant mon père pour une cliente sur son événement, un truc qui était même pas facturé, voilà. Et mais parce que je voulais que ce soit beau, je voulais que ce soit original. Alors en Australie, je me suis retrouvé bar manager d'un resto, toujours dans mon bush australien, à créer une carte de cocktail. Et c'est moi qui l'ai proposé parce que j'avais besoin de créer, vraiment, à créer une carte de cocktail en intégrant des épices, des herbes, des fruits endémiques de l'Australie, des épices aborigènes. Donc des choses que les aborigènes, c'est les derniers à avoir cette culture-là, d'aller chercher dans le bush certaines épices, certains fruits, et à les intégrer dans mes cocktails. Alors des fois, je partais trop loin dans les cocktails. Donc pour le bush australien, on a une grosse clientèle de fermiers, on les appelle les bogan, que tu as sûrement croisé. J'en ai vu 2-3. C'est ceux typiquement où ça prend plusieurs mois avant de comprendre leur façon de dire bonjour. Voilà. How's it going? Et c'était un peu surprenant pour eux, mais moi j'adorais. Et puis après, l'année en cuisine, celui-là, je pense que ça a été le plus gros challenge de ma vie. Et je me suis éclaté. J'ai adoré. J'ai fait des erreurs dans le management. J'ai fait des erreurs dans mes choix de menus pour plaire à la clientèle locale. J'étais plus ciblé sur la clientèle touriste qui venait
qui était assez surpris de trouver une cuisine méditerranéenne en fusion avec des produits aborigènes. Et je pense que c'était la seule cuisine d'Australie à proposer ça. Mais ouais, je me suis éclaté. Mais je suis retombé un peu aussi dans ce cycle de j'ai besoin de créer. Je fais ça parce que j'aime créer, parce que j'aime dresser, parce que j'aime dresser des assiettes, parce que j'aime associer des nouveaux goûts, découvrir des nouvelles saveurs, aller, quand j'étais chef à Paris, à Rungis à 5h du mat, goûter des tomates bio en plein mois de juillet et juste sentir la cagette, parce que j'aime ça. Et je suis tombé dans mon poste j'étais un gestionnaire de cuisine, donc je gérais des approvisionnements qui mettaient 4 jours à arriver en camion avec 4 remorques qui faisaient 3500 km, et donc des stocks absolument compliqués à gérer, du personnel très dur à trouver parce que on est quand même très reclus et beaucoup de backpackers veulent la vie de Bondi Beach ou de Melbourne, mais pas celle de Cananara dans le bush australien dans le nord, alors que c'est la plus belle partie de l'Australie, vraiment. Et voilà, et au final, j'avais plus d'inspiration. L'inspiration ne venait pas. Je prenais du poids de ouf. Je rentrais plus dans mes vestes. Et tu cours après le temps. Je faisais 70 heures par semaine. Donc, à nouveau, tu sais quoi ? À nouveau, je suis retombé dans ce déséquilibre de la partie création, la partie... devoir gestion, plaire stress, devoir plaire, gérer les avis négatifs. Alors ça, je pense que toute personne qui lance sa start-up, son projet, et même en peinture. Et encore plus, non, et attends, tu parles d'un resto là. Et tu parles d'un resto, le resto à l'heure des avis Google, où n'importe qui peut te laisser un avis Google. Oui, et surtout, t'as beaucoup plus de clients qui arrivent, et le client, quand il est mécontent, tu le vois directement. Ou tu peux le voir après, mais... bien souvent, et c'est triste, tu le vois après. Et à l'accueil, ils te disent oui, tout s'est bien passé, et puis 10 minutes après, t'as un avis Google, des fois absolument exécrable. Quand tu fais quelque chose par passion, et que moi, la carte, alors elle n'était pas parfaite, c'est sûr, mais c'était mes tripes. C'était mon inspiration. C'était une carte des idées, il y en avait certaines que j'avais depuis des années, où j'ai découvert en voyageant, et que je m'étais dit, je le mettrai, ça sera les idées pour mon restaurant. Et là, ce projet-là me plaisait bien, et j'ai dit, ok, je vais les tester aussi sur ce resto-là. Quand tu vois des clients, je me souviens d'un client, coucou le pharmacien de Kununurra, qui vient au resto avec sa femme et ses amis, qui se plaint du plat, je vais de la cuisine, je vais lui parler à la table, et son pote qui finit par me faire un doigt d'honneur dans mon dos au moment où je me retourne. Mais c'est horrible. C'est horrible, ça m'a rappelé le salon où j'ai rencontré mon ancien agent, où un autre artiste est venu me voir et est venu me dire que ce que je faisais c'était de la merde, que dans mon discours, je n'avais aucune remise en question. Or, ce qui faisait d'un artiste, c'était le fait qu'il se remette en question. Et il a fini en me disant, donc pour moi, vous n'êtes pas un artiste. Et il est parti. Et là, tu te dis, faut l'encaisser, ça. C'est compliqué. Ok, super. Je suis en train de littéralement exposer mes tripes. Comme quand je cuisine, je fous mes tripes dans une assiette. J'espère pas. Alors, des fois c'est les tripes d'autres animaux, mais façon de dire. Et là tu te prends des papes dans la gueule. Et puis en fait tu te concentres automatiquement sur le 1% d'avis négatifs et tu vois plus les 99% d'avis positifs. Et ce doigt d'honneur là, ça a été... on les a invités à ne plus jamais revenir dans le restaurant. Ça a été une grosse claque. Et t'en pleures, vraiment t'en pleures. C'est d'une violence horrible. Mais ça fait partie du jeu. Et je pense que si tu veux devenir un grand chef, il faut, ou un grand artiste, ou un grand sportif, ou un grand musicien, ou un grand sportif, il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde. De toute façon, n'importe qui. Je vais dire, à la fois dans le point de vue sportif, artistique, musical ou autre,
mais même d'un point de vue business ou d'un point de vue juste personnel. Ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ou si tu plais à tout le monde, il y a un moment où c'est que tu t'es tellement oublié que tu fais tellement pas de vagues qu'il y a un truc qui va pas. Donc, c'est là que la gestion de l'ego devient importante. Parce que ton ego, lui, il veut que tu plaises à tout le monde. Et pour être artiste, il faut avoir un peu d'ego. Et donc, il faut savoir le gérer. Et bon, j'ai encore du mal des fois à le gérer, cette partie-là. De pas plaire à tout le monde. Je me souviens au restaurant en Australie où je faisais un pâté de kangourou. Je m'en souviens de celui-là. Mais c'était un pâté de campagne, une recette en plus que j'ai apprise avec un de mes meilleurs amis, Kevin Gallarme, meilleur charcutier traiteur de France 2024, potentiellement futur meilleur ouvrier de France 2026. Avec qui j'ai travaillé la recette à Boulogne dans sa boutique. J'arrive en Australie, je fais ma recette, j'intègre des filets de kangourou fumés au genévrier. Ah, il est dur à dire celui-là. Au juniper, je vais le faire en anglais. Genévrier. Franchement, c'était bon. Je crois que je l'ai gardé à la carte 2 semaines. Ouais. Parce que on a eu des retours. En fait, les Australiens, ce qu'ils appellent pâté, c'est ce que moi je sais. C'est la pâté pour chat, quoi. Voilà. En fait, c'est une sorte de mousse. C'est comme de la mousse de foie. Ouais. Qui est vraiment pas bonne. Et pour eux, c'est ça le pâté. Donc le pâté de campagne qu'on a nous avec des morceaux et tout. Et ben je me souviens d'un avis sur Google qui disait on nous a servi un pâté que je ne donnerais même pas à manger à mon chien. Bon, la gastronomie australienne. Ouais. Et là tu te dis ok, bon, les fermiers ils ont leur truc. Faut savoir s'adapter. Et là sur le coup, je pensais que ça allait marcher et donc j'ai retiré le pâté de la carte. Mais il y a eu des bonnes surprises. Je me souviens, notre plat phare, qui est un plat que j'ai créé pour ce restaurant, c'était un gravlax de barramundi, qui est le poisson phare du nord de l'Australie, à la myrte citronnée. Ça doit être bon, ça. Donc on le faisait mariner 24 heures, voilà, et puis on le tranchait un peu comme un sashimi. Et l'idée, c'était une revisite d'un plat péruvien qui s'appelle le tiradito. J'avais appris avec Mauro Colagreco à Ibiza. Oh bah ça va. Ouais. C'est le name dropping, ça va. Tu connais Mauro Colagreco ? Meilleur chef du monde, non ? 2017. Oui, enfin 2017. Et donc c'était sa recette de base, le tiradito de base. Et moi j'ai travaillé en travaillant le poisson un peu en gravlax pour la sécher un peu, rajouter la myrte citronnée. Et surtout la sauce, nous à Kulunoa dans le nord, on avait une saison des mangues absolument incroyable. On avait parmi les meilleures mangues au monde, réellement. Et je faisais un leche de tigre, donc la base du ceviche, que je mélangeais avec de la mangue, de la purée de mangue. Et donc t'avais ce sucré salé acide un peu pimenté. On rajoutait de la mélisse, on rajoutait de la coriandre, des graines de quinoa toastées. Bon, ça. Et je me souviens quand j'ai sorti le menu et que j'ai présenté au propriétaire du resto, il a dit ça marchera jamais, on le met pas à la carte. Je fais franchement, faites-moi confiance. Moi je pense que ça peut marcher. On le teste et puis si on a trop de retours négatifs, poisson cru, les locaux, les fermiers, avec les touristes peut-être, mais les locaux ils vont pas comprendre. Et je crois que ça a été notre plat signature pendant 1 an. C'était le tiradito de barramundi. Même les fermiers, même les bogan revenaient pour goûter ça. C'est-à-dire qu'ils prenaient un verre, ils se prenaient un tiradito à partager. Alors maintenant, je sais même pas si cette recette en France, elle marcherait, tu vois, comme c'est une autre clientèle. Mais après, trouver du barramundi en France, c'est compliqué. Donc on trouve bien du kangourou en Hollande. Alors, ah oui, c'est vrai. Mais voilà, et puis il y a des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné. Je faisais un doner kebab berlinois avec du crocodile dans un pain pita, qui était cool. Ouais, j'aimais bien. Et puis après, il y a des plats, et pourtant des plats, des jambonnettes de volaille aux écrevisses que j'ai appris à faire au lycée hôtelier, tu vois, que j'ai fait au début, et ça, ils comprenaient pas du tout, les Australiens. Donc il y a une vraie adaptation à faire. Eux, ils aiment beaucoup les frites. Ils adorent les frites, les Australiens. Ils mangent des frites avec tout. Moi, je suis pas trop fan des frites, donc je fais des petites garnitures, des petites choses. Voilà, on a fini. Le problème, c'est que je pense que ça a mis
8 mois avant de trouver le juste équilibre. Ouais. Et puis au bout de 12 mois, c'était fini. Mon année était finie. Ok. C'était beaucoup d'efforts. Ouais, Et mais c'est intéressant comme expérience, tu vois. si c'était à refaire, je le referais en sachant quoi ne pas faire, en sachant comment me dégager du temps de libre, comment garder une séparation vie pro, vie privée pour trouver de l'inspiration. Ok. Voilà. Ma première année, quand j'étais là-bas et que j'étais au bar, je partais tous les week-ends, je partais dans le bush, pas de réseau, j'avais mon 4x4 à côté d'une rivière, je m'étais même fabriqué un four à pizza, je faisais un grand feu et je faisais des pizzas dans le bush, dans mon four à pizza. Mais vraiment, et rien autour, hein. Il n'y a aucune habitation autour, la première habitation elle est à 1 heure de route. Et putain que j'étais heureux quoi. Quand j'ai voulu vraiment passer le cap de la création, me dire Antoine, vas-y, prends en charge la cuisine, crée ton menu, crée ta cuisine méditerranéenne, fusion avec des produits aborigènes, parle de la culture aborigène. Là, je donnais vraiment un sens. Ça a été dur et j'avais plus l'inspiration. Ouais, j'ai l'impression que c'est un pattern récurrent, c'est un truc qui se répète en fait. Ouais, peut-être qu'il faut en fait que je voie un psychologue. Ça c'est possible, ça, mais bon, tu verras après. On pourrait rentrer dans tes prochaines étapes, mais là je pense qu'on les laissera. Tu reviendras à la limite quand tu voudras parler de tes prochains projets, je pense. Parce que ça pourrait être intéressant. Mais je pense que ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire un petit récap de toi, les trucs qui auraient pu t'aider à te lancer. Ou à mieux gérer, comme tu disais, ton ego, ton persona d'artiste ou de chef ou autre, ton temps, ton équilibre, ainsi de suite. Donc si tu as peut-être 5 grands conseils à donner là-dessus. 5 grands conseils. Ouais. Souvenez-vous de qui vous étiez au début. Ok. Et restez cette même personne. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Donc ça peut être un enfant, ça peut être vous enfant, ça peut être vous ado, ça peut être vous quand vous avez commencé. Ça peut être vous, moi c'est moi la première fois que j'ai mis mes mains dans la peinture et que j'ai balancé de la peinture sur une toile et que je peignais pour moi. Et je faisais une toile et je me réveillais le matin parce que je peignais dans ma chambre et j'avais la grande toile en face de moi, le mal de crâne à cause des émanations de bombes de peinture. Ouais. Et je regardais la toile et je me disais ok, ça me plaît, ou ok, ça me plaît pas, et c'est ok. Et puis si ça me plaît pas, je recommence demain. Premier grand conseil, restez soi-même. Deuxième grand conseil, méfiez-vous de quelqu'un qui vous dit, qui flatte votre ego et qui vous dit je vais te rendre le plus grand artiste. Tu vas devenir le Jackson Pollock français de 2025. Ça existe, hein. Mais surtout, ça n'existe pas. Donc méfiez-vous. Faites-vous accompagner par quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui ne va pas vous vendre du rêve, qui va vous aider à structurer votre offre, qui surtout va vous libérer du temps pour garder l'essence de qui vous êtes et qui vous fait peindre. Continuez de produire. Ça fait qu'on a combien là ? 1, 2, 3 4. Allez, 4, continuez de produire. Vraiment. Dès que vous avez envie de peindre, peignez. Et si à un moment vous n'avez plus envie de peindre, si vous n'avez plus envie de cuisiner, si vous n'êtes pas inspiré, c'est pas grave, ça va revenir. Faut pas avoir peur. Voilà. Et dernier conseil, je dirais garder près de vous ceux qui vous aiment et ceux que vous aimez. C'est les personnes les plus importantes. Pas besoin d'être aimé par 1000 personnes. Des fois, une seule personne, ça suffit. C'est joli. Merci beaucoup Antoine pour ces 5 conseils et pour t'être livré autant dans ce podcast. C'était absolument top. Enfin, moi, j'ai adoré passer ce moment avec toi et en savoir plus, parce que même si je te connais depuis quand même très longtemps, j'ai appris des nouvelles choses. Donc ça, c'est top. Et puis, on se revoit pour la suite. Merci beaucoup Quentin. C'était génial que tu viennes à l'atelier. Et ouais, j'ai hâte d'écouter ce podcast. Merci beaucoup. Allez, ciao, à bientôt. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de The Side Project Café. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram @The Side Project Factory ou sur notre site internet thesideprojectinc.com. Allez, à très vite.